L'économie israélienne reste solide malgré la guerre, comme en témoignent les résultats des sociétés cotées à la bourse en 2024. De plus, les banques, dès le 1er avril, vont rendre à leurs clients 3 milliards de shekels et les banques hypothécaires vont permettre le passage des clients de banque à banque. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio ce matin le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Pour une nouvelle chronique économique et le premier thème que nous voudrions aborder avec vous ce matin, eh bien, il se rapporte à ce que l'on pourrait appeler le Liberty Day, c'est-à-dire la journée de la libération du président américain, qui se rapporte à sa décision d'imposer des taxes au pays qui impose des taxes aux Américains. C'est cela. Et alors, quelles sont les implications pour Israël? Parce qu'on a vu que, presque sans surprise, mais les Israéliens ont très rapidement réagi. En tout cas, le Premier ministre Netanyahou et le ministre des Finances. Tout à fait. Vous résumez bien comme d'habitude les choses et vous pourrez être à ma place, comme je dis souvent. Non, n'exagérez pas. Il faut préciser, quand vous dites taxes, c'est-à-dire les barrières douanières. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Israël, par rapport aux États-Unis, il y a certains produits qui ont des barrières douanières, surtout dans le produit agricole, c'était pour préserver l'agriculture israélienne. Okay. Et comme vous l'avez dit, Trump a dit, il va faire un discours le 2 avril, et il dit la chose suivante, moi, tout pays, je regarde son droit de douane, par rapport aux produits que moi j'exporte les États-Unis, et je ferai le même taux de droit de douane. C'est ça l'idée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Israël donc a anticipé ce mouvement-là et a décidé depuis déjà lundi il a fait une déclaration en disant, c'est Netanyahou, Smotrich qui ont dit à Barkat, parce que ça dépend du ministère de l'économie, il faut dès à présent, enlever toutes les barrières douanières que des produits qui sont importés des États-Unis. Comme ça, il évitera justement cette sanction des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'économie israélienne? En premier point, ce que disent les économistes, ça veut dire que pour nous, consommateurs israéliens, pour les produits qui viennent des États-Unis, on les payera moins cher, puisque ça sera sans douane. Donc, mais pour les agriculteurs, ça risque de poser un problème. Oui, bien sûr, pour certains autres produits qui sont produits par Israël, bien entendu. Là où il y avait des barrières douanières, par exemple, comme l'agriculture, effectivement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose il faut quand même voir, c'est que ça risque d'être après devenir aussi un coup de bâton. Pourquoi ça risque d'être plus cher? Parce que si les États-Unis décident que tous les produits qui viennent chez eux sont imposés à des barrières douanières de 25, 30, je ne sais pas combien de pourcents. Donc, ça veut dire que les produits américains seront plus chers après, puisque c'est-à-dire la matière première, des fois, ils viennent des pays qui sont collaborateurs, qui sont avec le commercial, qui ont des relations commerciales avec les États-Unis. Donc, ça va augmenter l'inflation aux États-Unis parce que ça coûtera plus cher pour les consommateurs, pour des matières premières, par exemple, pour construire des voitures, n'importe quoi, quand ils n'ont pas tout aux États-Unis. Donc, ça leur coûtera plus cher. Sûr. Et donc, ça risque de faire d'inflation et après de revenir sur l'inflation sur tout le monde. Deuxième chose, ça, c'était la réaction d'Israël. Alors, je vous pose la question. Oui. C'est-à-dire, c'est habile, c'est judicieux de la part de Donald Trump alors, justement, de j'y viens tout de suite. Voilà. D'abord, les Européens, eux, ils n'ont pas réagi comme Netanyahou, comme Israël. Ils sont furieux. Et ils ont écrit des lettres, une lettre difficile, comment dire, Harif en hébreu, oui, comme le Maror à Pessah. Oui, très, très lourde, très grave, en voulant ça. En plus de ça, que Trump a envoyé, enfin, son administration a envoyé cette semaine aux pays européens une notice en disant que toutes les entreprises qui sont aux États-Unis, qui travaillent aux États-Unis, qui sont étrangères, devront lutter contre le wokisme. Ça veut dire contre la réhabilitation discriminatoire. Donc, ça, ils aiment pas non plus, les Européens, qu'on se met, les Français en particulier, de la façon dont ils gèrent leur personnel. Et alors, ça, c'est une chose. Ce qu'on dit aussi par rapport à Israël, donc, puisque ce qui intéresse l'économie israélienne, pourquoi je parle de l'Europe? On dit que l'Europe va, façon là, ça peut être la Chine, n'importe quoi. Il y avait des voitures qui étaient en direction maintenant de l'Europe vers les États-Unis ou de, je sais pas quoi, de la Chine vers les États-Unis. Et il faut maintenant leur chemin vers Israël. Il y en a qui disent parce qu'Israël est un pays où il n'y a pas d'infrastructure automobile. Donc, on risque d'avoir des produits aussi au début qui vont nous permettre de payer moins cher à nos consommateurs, aussi des autres pays qui exportaient vers les États-Unis. Ça, c'est une chose. Maintenant, justement, ça, le problème. C'est que les milieux financiers aux États-Unis étaient très, très
très content au début de Trump. Ça veut dire de sa réélection, il pensait qu'il serait libéral. Ça veut dire enlever la régulation, enlever les impôts, faire baisser les impôts de société. Ils ont accueilli favorablement. Au début, la bourse américaine a augmenté. Maintenant, ils ont vu, ça, ils n'aiment pas du tout de remettre les barrières douanières, de remettre des freins au commerce mondial, parce que c'est contre l'idée libérale. Et aussi, ça peut entraîner surtout ce qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire, on a inflation plus chômage. Parce que les mecs qui restent de s'isoler, si on s'isole. Et c'est problématique de faire des tensions commerciales dans le monde. Et on sait justement que à cause de ça, la bourse américaine en particulier est en baisse. Ça dépend des jours, mais très volatile. On peut dire qu'elle a baissé depuis le début de l'année. Les bourses européennes, c'est la même chose aussi maintenant. Non. Tous les milieux financiers mondiaux sont problématiques. Maintenant, dernière chose par rapport à Israël, c'est important de parler. C'est la bourse israélienne comme tous les autres est assez à la baisse. Des fois, elle remonte un petit peu. C'est le shekel. Le shekel, même l'euro est monté au-dessus de 4 shekels, ce qui était pas arrivé depuis longtemps à 4,03 cette semaine, mais pour l'instant ça stagne. Il faudra voir. En vérité, le seul petit optimisme qu'on a, c'est ce qui s'est passé la première fois où Trump était déjà président. Il avait fait ça avec la Chine dans les premiers mois. Ça avait été très très dur. Ça avait fait baisser le SP500. Et après, finalement, lui, c'est un homme d'affaires. Après qu'il ait beaucoup tapé, il se calme. Et donc on dit que peut-être que après ça sera mieux. On est en attente. En attente. Alors justement, vous venez de parler des places boursières à travers le monde qui réagissent donc à ces développements. C'est l'occasion pour nous de revenir sur le bilan de la bourse de Tel Aviv pour l'année 2024. On a terminé le premier trimestre de l'année 2025. C'est donc l'occasion de faire un bilan sur ce qui s'est passé en 2024. Et on peut dire que les actions boursières dans les sociétés cotées à Tel Aviv, eh bien, elles ont augmenté, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Et les bilans, c'est-à-dire les comptes des sociétés, les chiffres d'affaires et surtout les bénéfices, et ce qui importe pour les actionnaires, ont été dans tous les secteurs extrêmement bons. D'ailleurs, puisque vous avez fait allusion à la bonne santé économique d'Israël, cette semaine, le chef de l'OCDE a rencontré Netanyahou, il est en Israël, et il a dit qu'il est optimiste pour 2025, qu'Israël aura une croissance mondiale supérieure à l'ensemble du monde. Oui, ça va à l'encontre de certaines informations sur les agences de notation qui semblent être encore un peu plutôt pessimistes. C'est vrai que les médias s'acharnent à diffuser les informations les plus pessimistes, mais là, effectivement, comment on explique ce contraste? D'abord, Fitch, cette semaine, a dit, moi, je descends pas la notation. C'est-à-dire, comme d'ailleurs l'avait fait à quelques semaines, Moody's aussi, n'avait pas descendu bien quand on dit qu'il peut y avoir des problèmes. Mais il décide de ne pas dégrader Israël pour l'instant et il voit les résultats. Et c'est intéressant parce que, comme vous dites, on est à la fin du premier trimestre 2025 et toutes les sociétés cotées à la bourse ont présenté, comme j'ai dit, leur bilan. C'est plus de 600 sociétés en Israël. La plupart, c'est des grosses boîtes. Et donc, ça veut dire que c'est l'économie israélienne. Et c'est très, très intéressant parce que c'est vraiment des chiffres très importants au niveau micro des entreprises qui reflètent ce qu'on a vu au niveau macro dont j'ai parlé ici toute l'année et contre justement ce que veut dire la presse financière israélienne qui des fois est trop critique ou trop pessimiste. Je rappellerai que la consommation des Israéliens par rapport a été fin 2024, on a des chiffres maintenant officiels seulement, de 5,4%, supérieur à ce qui s'est passé le dernier trimestre avant la guerre. Vous vous rendez compte? Donc c'est très très important. La croissance a été près de 1%. Le budget de l'État, les recettes, ont été de 470 milliards de dollars. Et tous les... Alors qu'on attendait 405. Mais expliquez-nous d'où les Israéliens trouvent cet argent, parce que normalement ils ont, puisqu'il y a eu une augmentation sensible des prix, on va dire des matières premières, des prix dans les supermarchés, où trouvent-ils cet argent? Est-ce qu'ils s'endettent un peu plus ou quoi? Alors, premièrement, 20 milliards de shekels d'aide de l'État, c'est-à-dire comme on était en guerre, et il y a beaucoup de secteurs qui ont été aidés, non seulement le secteur les réservistes, aussi pensez bien aux entreprises qui étaient aux frontières, aux différentes frontières, le secteur économique a été beaucoup aidé, c'est ce qu'on appelle une politique keynésienne qui a été menée par son motrice qui est libérale d'habitude, qui a fait ça. Les Israéliens sont restés plus en Israël que de façon habituelle. Oui, le chômage est assez faible, et donc tout ça
ça explique exactement ce que vous voulez dire. Et je voudrais dire trois exemples marquants. D'abord, le secteur dont tous nous, le consommateur israélien, on voit tous les jours, c'est le Supersal a augmenté de 58% ce qu'on appelle son résultat d'exploitation. C'est très, très important. Phoenix, en assurance, est passé de 3 à 6 milliards de shekels en bénéfice. Là, je parle de bénéfice net. Et pour l'immobilier, on en parle souvent en Israël, malgré ce qu'on dit de la crise, ou bien le fait qu'Israël aurait moins d'argent, il a vendu 2 fois plus d'appartements en 2024 qu'en 2023, de 3 à 7 000. Donc, c'est fantastique. C'est-à-dire, tout va bien. Alors, je n'ai pas dit que tout va bien, d'accord, mais c'est vrai ce que vous avez dit d'ailleurs. C'est ce qui a fait d'ailleurs, ils ont dit le résultat de Supersal, de Ramili, enfin, ce qu'on appelle les grandes chaînes commerciales, le fait qu'ils ont énormément augmenté leurs prix, plus d'ailleurs que l'inflation générale. Et ça, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un problème de vie chère, bien que maintenant on parle d'une inflation moins importante. Mais je dis pas tout ne va bien, mais je dis globalement, si on se compare au monde, et surtout après, comme vous dites, 1 an de guerre, plus d'1 an et demi de guerre, alors c'est un vrai miracle économique dont les explications sont parmi ce qu'on a dit ici. Alors ça, c'est encourageant, c'est une bonne nouvelle tout cela. Maintenant, je voudrais qu'on reparle avec vous du troisième sujet que vous vouliez aborder, c'est les banques qui rendent, c'est peut-être aussi un indice favorable, dites-nous, vous allez nous le dire, les banques qui rendent à leurs clients 3 milliards en 2 ans et les banques de prêts hypothécaires qui vont faciliter le passage entre les banques. C'est important le passage entre les banques. Tout à fait. Alors je parlais d'abord du premier sujet, donc les banques. Non, ce n'est pas là lié à la situation économique, enfin c'est lié à leurs bénéfices. Ils ont fait plus de 20 milliards de shekels de bénéfices, c'est énorme. Et chaque fois, la presse et les députés vont devant le Banque d'Israël et disent, si ça suffit pas, si ça continue comme ça, que les clients ont tellement à payer pour les prêts et que vous donnez rien dans les dépôts, alors nous, on va faire des lois qui vont les obliger à changer ça, des lois draconiennes. Qu'est-ce qu'a fait la Banque d'Israël? Elle a dit aux banques, écoutez, ça va mal, il y a un courant populiste, on va leur donner des petites miettes, ce qu'ils appellent 3 milliards de shekels. On va l'enrober d'un beau paquet de cadeaux, ça 3 milliards de shekels en 2 ans, 1,5 milliard de shekels. Moi, je vous donne un truc général. Ça sera sur les prêts, sur réénumérer les comptes courants, des choses comme ça que vous allez faire que vous ne faisiez pas avant. Et vous allez me présenter, chacun devra présenter à la presse, au public, ce qu'il va faire. Chaque banque a fait différemment. À partir du 1er avril, et les gens, leurs clients, ça pas tout le monde, il y a sa catégorie, chaque banque choisira sa catégorie où il veut faire, etc. Soit dans les prêts, comme je l'ai dit, soit dans les dépôts. Maintenant, donc ça représente, comme on a dit, 3 milliards en 2 ans. Donc ça, c'est ce qu'ils vont faire. J'invite les gens à demander à leur banque si ça les concerne et qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Okay. J'ai vu, on n'a pas été milouim. Il y en a qui vont recevoir 250 shekels dans leur compte tout d'un coup, bien sûr, ce qu'on appelle les picadons, c'est-à-dire leurs dépôts et des choses comme ça. Il faut qu'ils regardent, il faut qu'ils demandent à leur banquier. Maintenant, ce qui est intéressant à dire, et ça, je veux le dire, c'est que la presse financière israélienne, et a raison, fait la même analyse que moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des petites miettes qu'on nous jette. Et il faut redire le chiffre suivant. Au maximum, les dépôts en 1 an à peu près sont autour de 4%. La moyenne qu'on met de l'argent à la banque, on la dépose, c'est 2%. Alors que l'emprunt, la moyenne d'un minus ou d'un emprunt en banque, à la banque, j'ai vu, c'est autour de 12,5%. C'est énorme comme différence. Et là-dessus, en vérité, si simplement les banques avaient dit, toute personne qui a de l'argent sur son compte, moi, sans limite, je lui donne 2%. Ça serait la moitié de ce qu'il donne d'habitude. Mais sans limite, et tous les jours, il peut prendre. Comme une casse-piste que je parle. Et je reviendrai là-dessus. Alors, à ce moment-là, ça aurait coûté 6 milliards de shekels. C'est pas grand-chose à le faire. Okay. Et c'est même ça, ils n'ont pas accepté de le faire. Ils ont décidé de faire quelque chose qui leur coûtera beaucoup moins cher. Maintenant, ce que je voudrais dire à ce sujet-là, et je dis souvent aux LIM qui viennent chez moi et me demander, c'est que il existe un produit casse-pied cyclique dont je parle souvent, qui sont ce qu'on appelle en français cave monétaire. Tous les jours, vous pouvez le prendre, tous les jours l'enlever. C'est complètement liquide du dimanche au jeudi. Et ça a rapporté en moyenne 4,5% l'année dernière. Et ça a des avantages fiscaux. Et ça on est maintenant aussi autour de ça, un peu plus de 4% en moyenne annuelle depuis le début de l'année. Donc, les banques devaient, d'après ce que j'ai vu, une loi, donner au public cette information, au lieu de les donner dans les dépôts, de dire mettez ça dans les SICA monétaires, c'est très sûr, on le sait, etc. Et ils le font pas, et ils l'ont pas fait, et ça c'est encore une fois, on voit la réaction des banques qui sont statiques. Deuxième sujet, c'est très très important. Vous avez parlé des banques mashkanta, c'est-à-dire les banques préhypothécaires.
C'est ce qu'on appelle le recyclage. L'idée le recyclage des prêts hypothécaires est de plus en plus important. C'est-à-dire des gens qui ont pris des prêts hypothécaires peuvent changer au milieu de leur compte, de leur vie d'emprunt. Ils peuvent changer de la façon dont ils ont emprunté, de circuit de l'emprunt. Ils peuvent, une fois ils ont fait l'inflation, ils peuvent dire non, je préfère ça, etc. Ça s'appelle le recyclage. Sans être taxé. Alors justement, on va voir. Et ils peuvent aussi, d'ailleurs, il faut le savoir, et je conseille ça souvent à des gens qui ont des très grands problèmes de trésorerie au jour le jour, qui ont une mashkanta, ou en tout cas qu'ils ont une maison qu'ils peuvent hypothéquer. Et dans ce cas-là, ça permet énormément, puisque c'est sur jusqu'à 30 ans, de pas payer beaucoup par mois et de pouvoir vivre, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? La chose suivante. Ça a énormément été, justement, on va en parler, ces techniques de recyclage. En 2024, j'ai vu deux chiffres de 5 milliards de shekels de banque à banque, c'est-à-dire, mais quelqu'un prend chez Lomi, maintenant il va aller chez la Mizrahi, ou peu importe, c'est des noms que je donne, hein. Et à l'intérieur de la banque, le recyclage de la mashkanta banque, c'est 30 milliards de shekels, et on pense qu'en 2025, ça sera encore plus important. Alors, justement, vous posez la bonne question. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des circuits qu'on peut changer sans payer de pénalité. Mais il y a des circuits, si par exemple, vous aviez emprunté à un moment donné, ou pour la banque elle-même, emprunter au marché financier lui coûtait pas cher. Elle va dire oui, mais moi je t'ai prêté à l'époque, j'étais d'accord de te prêter en fixe à 3, peu importe %, même ça a été moins. Et maintenant, moi si j'emprunte sur le marché financier, je fais des obligations en prix fixe, on va me demander 4-5%. Donc je peux pas faire, et je fais ce qu'on appelle une pénalité, d'accord? En général, quand c'est des taux variables, il n'y a pas de pénalité puisque justement, si ça baisse, ça augmente. Alors les gens, dans ce qui concerne l'inflation, parce que ça a changé, ce qu'on appelle l'environnement de l'inflation a changé en Israël, comme dans beaucoup de pays. Là aussi, il y a beaucoup là-dessus qui font de recyclage. Donc, il faut se renseigner à la banque, il faut voir. Et donc, dans ce cas-là, mais ce qui est très important, ce que je veux dire, c'était quoi l'idée là? C'est que de pouvoir faire concurrence entre les banques. Avant, quand quelqu'un voulait dire, voilà, j'ai une mashkanta à Lomi, comme j'ai dit, je passais maintenant à Mizrahi, alors il fallait que soi-même, après que j'ai décidé à la Mizrahi, j'aille avec mes documents et aller chez la Mizrahi le faire. Là, ça sera plus comme ça. La banque chez qui vous allez aller, comme d'ailleurs quand on change de compte maintenant, elle doit tout faire. Okay. Ça veut dire, vous n'auriez, ça va faciliter plus recrutement. Ah, oui. Et ça a été ce qu'on appelle les conseillers mashkantot qui sont allés chez, ça s'appelle Vadat Apnim à la Knesset, c'est-à-dire la commission intérieure, qui ont poussé à cette loi. C'est ça qui sont occupés. Et donc, c'est obligatoire maintenant. Et donc, on peut estimer que pour les gens qui ont besoin de recycler le mashkantot et de faire jouer la concurrence entre différentes banques, bureaucratiquement, ça sera beaucoup plus facile. Alors, tout ça, c'est encore des bonnes nouvelles. Et la dernière bonne nouvelle de la journée, eh bien, elle se rapporte à la haute technologie. Eh bien, ça, c'est pas une véritable surprise parce qu'on a suivi, on va dire, en tout cas, la vente de Wiz pour 30 milliards de dollars. Hein. Donc, tout ça, il y a une partie de cet argent qui arrive dans les caisses de l'État. Et donc, on va dire que la haute technologie en Israël se porte bien pour le premier trimestre de 2025. Je voulais même ajouter, j'en dirais même plus comme on dit, c'est que vous avez parlé d'exit. Ça veut dire vendre, d'accord? Ouais. Il y a autre chose qui est, et c'est des fois plus difficile, collecter. Ça veut dire, moi je garde chez moi la maîtrise de l'entreprise. Simplement, je collecte chez des fonds et je collecte des fonds sur ce qu'on appelle les fonds à risque. Et souvent, c'est des sociétés privées, sans perdre, comme dans le cas de Wiz, où il s'est vendu complètement, où il a perdu, c'est plus les mêmes pas dirigeants, propriétaires d'entreprise. Donc c'est différent. Si on regarde la collecte, c'est ça, de premier trimestre, ça a été publié cette semaine. Plus de 2 milliards de dollars. C'est énorme. Parce que ça veut dire que le secteur de la technologie en Israël est très demandé, puisque ça veut dire que les fonds à risque du monde entier sont prévenus continuer à investir sans avoir même la propriété, comme je l'ai dit, de cette entreprise à investir. Et donc, il y en a même 2 entreprises parmi ça qui ont fait plus de 200 millions de dollars de collecte, ce qui est énorme. Et une de cela, je voudrais pas dire, toujours je donne un mot, il faut donner des exemples pour bien concrétiser. C'est incroyable, c'est une société qui s'appelle Island. Et cette société-là, elle fait comme beaucoup de cyber. Il faut dire qu'Israël est considéré comme puissance du cyber. La moitié d'ailleurs de ses collègues, c'est du cyber. Et elle a maintenant récolté 250 millions de dollars pour une valeur de 5 milliards de dollars. Elle a estimé cette boîte à 5 milliards de dollars. Et c'est une boîte qui a 5 ans.
Et, et son produit qu'elle a donné de cyber qui permet de protéger les grandes entreprises et organisations, elle n'est que depuis 3 ans. Donc c'est incroyable comment une entreprise comme ça, elle a dit qu'elle a 450 clients qui font partie des clients de ce qu'on appelle Fortune 1000 et tout ça. Et donc elle a une très très forte croissance. Et donc ça lui permet d'être bien valorisée et de réussir. Voilà. Et de réussir et donc de consolider d'une certaine manière aussi l'économie israélienne. Finalement, tout ça, c'est de bonnes nouvelles, sont de bonnes nouvelles que vous nous apportez ce matin, Daniel. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio pour nous donner votre appréciation. Donc, ces informations plutôt encourageantes, il faut bien l'avouer, sur l'économie israélienne et le marché financier en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.